Eh, tu savais pour là-haut ? Déjà là-haut est un film d'animation qui a été réalisé en 5 ans, dont 3 ans et demi ont été consacrés au scénario et à la storyboard. Les deux réalisateurs, Pete Docter et Bob Peterson, ont donc écrit plusieurs ébauches de scénario, et l'une d'entre elles parlait d'une guerre entre deux frères vivant dans les nuages. Ils devaient mettre leurs différents de côté pour retrouver un oiseau magique résidant sur Terre. Bon, au final l'oiseau finit dans les nuages et le personnage principal, Carl, est un marchand de ballons qui vit sur Terre. D'ailleurs c'est ce dessin réalisé par Pete Docter qui a mené à la version de l'histoire qu'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir que chaque personnage a été pensé avec une forme bien particulière qui correspond à sa personnalité. Si on prend le cas de Carl, il a été conçu en carré et beaucoup d'objets lui appartenant sont également de cette forme. Même son comportement correspond à sa symbolique, on le voit coincé dans ses habitudes, assez renfermé, un peu comme dans une boîte. Et pour revenir sur les versions de scénario, dans l'une d'entre elles, il était promis à un destin plutôt tragique. À la place de voler pour se rendre aux chutes du paradis, il devait rester flotter dans le ciel pour se sentir plus proche d'Ellie. Oui, de l'extérieur, ça ressemble fortement à un suicide. Un suicide très coloré, mais un suicide quand même. Donc c'est vrai que les chutes du paradis c'est quand même un peu plus cool comme endroit. Les chutes du paradis qui n'est pas un lieu totalement fictif d'ailleurs. Pour se mettre dans les mêmes conditions que Carl et vivre une grande aventure, Pete Docter a décidé de partir en expédition avec son équipe. Direction le Venezuela, dans une région plutôt dure d'accès, sinon c'est pas drôle, le parc national Canaima dans la région du Grand Sabana. Après 3 jours de périple et beaucoup trop de moyens de transport différents utilisés, il monte à pied en haut du plateau d'Épuis pour y passer la nuit. Au matin, il retrouve des roches de plein de formes différentes que l'on retrouve dans le film. D'ailleurs, la scène de la tempête est inspirée d'une vraie tempête qu'ils ont vécue pendant qu'ils étaient en haut du plateau. Par la suite, ils se retrouvent au pied des Angel Falls, mais surtout devant la chute d'eau la plus haute du monde, la Salto Angel, dont ils se sont inspirés pour la chute du paradis du film et qui est 3 fois plus haute que l'original. Ils ont pris plein de photos, ont fait des tonnes de croquis de tout ce qui les inspirait pour pouvoir retrouver ce sentiment de découverte pendant la conception des décors une fois revenus dans les studios Pixar. Studio auquel il y a quelques rêves cachés dans le film. Par exemple, au moment où la maison de Carl s'envole, on la voit par la fenêtre de la chambre d'une petite fille. Dans cette chambre, il y a un avion, un ballon Luxo de l'univers Pixar qu'on connaît bien, et dans le coin, une peluche, qui sera Lotso dans Toy Story 3. Une autre rêve cachée se trouve dans un numéro de série sur un tractopelle. Camoulox. Cette suite de chiffres correspond au 15 avril 1972, et n'est autre que l'anniversaire de Lou Romano, un des techniciens lumière sur le film. Passons maintenant au ballon. Parce que ouais, il y en a quand même pas mal dans le film, hein. Vous l'avez un peu vu. Vous l'avez un peu vu. Bah vous avez l'œil. Vous avez l'œil parce que c'est très subtil. En tout, il y a 10 287 ballons accrochés à la maison de Carl. Mais pour que la maison s'envole vraiment, il en aurait fallu 26,5 millions gonflés à l'hélium. Mais ça aurait été plutôt moche et même pas du tout réaliste. Déjà parce qu'en termes de proportions, ça aurait semblé beaucoup trop irréel, et que même si Carl est un vendeur de ballons exceptionnel, il faut 9 secondes pour gonfler un ballon à l'hélium. Ce qui veut dire que Carl aurait mis 7 ans sans dormir ni manger à gonfler des ballons. Et c'est un petit peu longué. Voilà, pour lui, pour nous, mais aussi pour les animateurs de Pixar. Parce que oui, les artistes ont dessiné les ballons un par un, couleur par couleur, ombre par ombre, position par position, sans jamais utiliser un effet de démultiplication. On rappelle, il y en a 10 280, et le numéro complémentaire, le 7. Faut croire que ça a été inspirant parce que certains ont vraiment voulu rejouer la scène. Un gars au Canada a volé au-dessus de sa ville sur une chaise avec une centaine de ballons gonflés à l'hélium et s'est échoué sur une zone industrielle avant de se prendre une amende. Ne faites pas ça. Et un prêtre brésilien a aussi tenté l'expérience et s'est retrouvé inanimé. Ne faites pas ça. Parlons maintenant des toutous. Mélanie vient de rentrer dans le chat. Mélanie, coucou, je te vois être très contente. Voilà. Je vous avoue que je suis assez déçue. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos à ce sujet, mais il y a 2 faits qui sont assez intéressants. Déjà, Doug, le chien qui les accompagne tout le long de l'aventure, a été inspiré de la race des Golden Retriever, parce qu'il aime tout le monde et qu'il a pas de mémoire. Ah bah merci, c'est sympa. Mais cette pose est directement inspirée de ce dessin de Pluto dans Disney. En revanche, et là je sais pas si c'est voulu, on voit dans cette scène les chiens qui sont en train de jouer au poker. Et ça m'a fait penser direct à la 9e peinture de C.M. College, Dogs Playing Cards. C'est une série de peintures à l'huile qui a été commandée en 1903 pour faire la promotion de cigares. Et on y voit des chiens anthropomorphes assis autour d'une table de jeu. Et encore une fois, je sais pas si c'est une inspiration ou pas. En tout cas,
c'est écrit nulle part. Bon, je crois qu'il n'y a pas de bonne manière d'introduire la scène la plus belle et la plus triste de tout le film. Oui, on va parler du montage de la vie commune de Carl et Ellie. Si vous chialez pas devant cette scène, apprenez-moi. Comment vous faites ? Vous arrivez à retenir vos larmes ? Vous êtes doté de glandes lacrymales ? Parce que moi je suis une rivière en fait, preuve à l'appui. C'est la 62e fois que je la vois. J'arrête pas de chialer, putain je suis une fontaine, j'en ai marre. Même la musique seule me fait pleurer, même quand il y a la version là, un petit peu guirette où il y a Kevin, je pleure quand même. Dites-vous que même l'équipe pendant la production des animations a pleuré. Mais à la base, la séquence de leur rencontre et de leur relation amoureuse était basée sur des coups de poing. Non, je fais pas un AVC. Tout commence quand Carl essaye de capturer un oiseau que Ellie lui fait relâcher par la violence. Et tout au long de leur vie, on les voit se donner des coups de poing. C'est une version où on découvre aussi l'origine de leur métier, donc c'est hyper intéressant, mais je pense qu'on est tous contents qu'il l'ait changé. La jeune fille qui double le personnage d'Ellie n'est autre que la fille du réalisateur Pete Docter. Une chose à noter, c'est qu'au début du film, Ellie n'arrête jamais de parler, tandis que Carl reste muet. Et pendant le montage résumant leur vie à deux, on voit Carl et Ellie parler, mais il n'y a pas de son. Cette idée vient tout droit du passé de Pete Docter, parce que quand il était petit, ses parents filmaient leurs moments de vie à la Super 8. Et malgré le manque de son, les images parlaient d'elles-mêmes. Je trouve ça hyper beau et hyper touchant. Mais du coup, ça implique qu'on n'entend jamais Carl et Ellie avoir une conversation. Ce qui est pas très courant pour raconter une relation de couple. Autre chose de pas très courant, Là-haut est le premier film Disney à présenter le divorce comme motif de monoparentalité. Je m'explique. Dans beaucoup de Disney, il y a souvent une seule figure parentale représentée. Que ce soit La Belle dans La Belle et la Bête, Jasmine dans Aladdin, ou Pocahontas dans Pocahontas, le père est présent tandis que la mère est morte ou tout simplement absente. Mais quand Russell dit Phyllis isn't my mom, il indique indirectement que ses parents ont divorcé. Et c'est le premier Pixar/Disney à sous-entendre qu'un parent est seul parce qu'il est divorcé. Donc, on parlait de Russell. Le sosie du personnage fait partie du crew. Je vous jure, j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je trouve ça beaucoup trop drôle que la personne chargée de dessiner le personnage se soit inspirée de son enfance pour pouvoir le créer. Pour l'équipe, clairement c'était la version adulte de Russell, donc il s'amusait à lui faire tester des costumes et des sacs et des trucs comme ça avait l'air assez marrant. Et Jordan Nagai qui double le personnage de Russell ne devait pas passer l'audition à la base, il accompagnait juste son frère. Et vu qu'il arrêtait pas de parler tout le temps, le réalisateur a trouvé qu'il correspondait plutôt bien au personnage. J'imagine que son frère était content pour lui, mais je pense qu'à sa place j'aurais été quand même un peu deck. D'ailleurs la manière dont les réalisateurs le coachaient était plutôt intéressante. Pour canaliser son énergie et pour l'immerger encore plus dans l'univers, il le faisait courir de partout avant certaines prises, ou bien ils le mettaient carrément en condition en le suspendant à leurs bras. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à t'apprendre sur Là-haut. La même chanson que d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez la cloche, vous pouvez laisser un pouce bleu si mon travail vous a plu, et commenter également. Vous pouvez aussi me partager sur les réseaux, que ce soit Instagram ou Twitter, en me mentionnant @ClaraRunaway. C'est trop cool, on échange ensemble sur le film ou même sur d'autres films, et j'adore découvrir votre cinéphilie, ça me fait kiffer. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous buvez beaucoup de thé, beaucoup de café. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine question autour de la prod et de la fiction. Salut!